Nous sommes en plein mois de juillet, lorsqu'une infirmière de 26 ans s'apprête à prendre son service de nuit à l'hôpital Blackpool, situé dans la ville du même nom, en Angleterre. Il est alors aux alentours des 20h. Comme à son habitude, la jeune femme gare sa voiture sur le parking et coupe le contact. Elle attrape machinalement son sac et quitte son véhicule, déjà concentrée sur la longue nuit de travail qui s'annonce. Soudain, une ombre sortie de nulle part bondit sur elle. C'est un déferlement de rage inouïe qui s'abat alors sur la pauvre infirmière, que l'inconnu poignarde pas moins de 70 fois. Quand les coups cessent enfin, elle n'est malheureusement déjà plus de ce monde. Pourtant, l'agresseur qui commençait à s'éloigner décide brusquement de revenir sur ses pas. Avant de s'enfuir définitivement, il tranche la gorge de la malheureuse qui n'aura pas eu la moindre chance de survie. Mais cet inconnu est loin d'en être un pour la victime, qui a eu le temps de reconnaître son assassin avant de rendre son dernier souffle. En fait, elle avait même prédit son meurtre quelques semaines auparavant. Laissez-moi vous raconter. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Si vous n'y avez pas pensé, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Après ce petit rappel crucial, on peut commencer. Jane Clough est une jeune femme dans la vingtaine, choyée et profondément aimée par ses proches. Née et élevée dans le nord de l'Angleterre, elle est la première fille adorée de Penny et John. Tous, ses collègues y compris, s'accordent d'ailleurs à dire qu'il est impossible de ne pas l'aimer, tant elle est gentille et douce. Dès son plus jeune âge, Jane sait ce qu'elle voudra faire de sa vie. Travailler dans le domaine de l'aide à la personne, suivant ainsi les traces de sa mère, qu'elle admire et qui est elle-même infirmière. Sûrement un métier plus utile que youtubeur d'ailleurs. En ayant observé sa mère durant toute son enfance et son adolescence, elle a bien conscience du fait que ce n'est pas un métier facile. Et elle sait aussi qu'il lui faudra déjà travailler dur afin de réussir ses études. Mais cela ne la décourage pas. Elle donne le meilleur d'elle-même pendant toute sa scolarité. Et en 2007, à l'âge de 22 ans, Jane décroche enfin son diplôme d'infirmière avec brio, faisant la fierté de ses parents. Peu de temps après l'obtention de son précieux sésame, elle trouve sa place à l'hôpital Victoria. Sans surprise, la toute nouvelle recrue du service fait l'unanimité autour d'elle. Réconfortante, pointilleuse, à l'écoute et toujours joyeuse, Jane est un véritable rayon de soleil qui réunit tous les critères de l'amie et de l'infirmière idéale. En bref, Jane Clough réussit tout ce qu'elle entreprend, atteint ses rêves et est on ne peut plus heureuse à l'aube de sa vie d'adulte. Si ce n'est un léger détail. Très impliquée dans ses études, elle n'a pas eu de temps à consacrer à une quelconque relation sentimentale. Mais quelques mois après son arrivée à l'hôpital Victoria, un nouveau collègue est embauché dans son équipe. Et ce dernier va immédiatement attirer l'attention de la douce infirmière. Originaire de Luton, dans le sud de l'Angleterre, Jonathan Vass a 27 ans lorsqu'il intègre le service de Jane. Il occupe alors un poste de technicien ambulancier, ce qui l'amène à croiser très fréquemment la route de Jane, qui n'a plus d'yeux que pour le séduisant jeune homme, souriant et très attentionné. Dès leurs premiers échanges, Jane sait qu'ils vont bien s'entendre. D'ailleurs, ils ne cessent de se rapprocher au fur et à mesure des semaines, devenant finalement de très proches amis. Mais les sentiments se mêlent bien vite à la partie, et ce, des deux côtés. Pour le plus grand bonheur de Jane, Jonathan l'invite finalement à sortir un soir. Cependant, ce rendez-vous ne pourra se faire qu'à la condition que leur relation reste du domaine privé. Une clause à laquelle Jane ne voit aucun inconvénient. Bien au contraire. Pour cette raison, bien qu'ils soient à présent en couple, Jane et Jonathan restent extrêmement discrets, gardant précieusement ce secret pendant 4 mois. Mais Jane, qui a plus en plus de mal à ne pas parler de ce bonheur naissant autour d'elle, finit par craquer devant ses collègues et amis, et leur avoue toute la vérité. Mais alors qu'elle s'attendait à ce qu'il partage sa joie, elle est surprise de constater que ces derniers sont loin de réagir positivement à cette annonce. Car au contraire de Jane, les employés de l'hôpital sont loin de voir Jonathan sous un jour très radieux. Ils le trouvent en fait plutôt paresseux, peu professionnel et un peu bizarre. Voire carrément gênant lorsqu'il se permet de raconter ses blagues un peu glauques à qui veut bien les entendre. Seulement, aux yeux de Jane, Jonathan est tout simplement l'homme parfait. Celui qu'elle aurait rêvé d'épouser en étant petite fille. Elle ne comprend pas ce que ses amis trouvent à redire à cet homme qui lui apporte tant d'amour et de bonheur au quotidien. Et c'est pour cette raison qu'elle décide de poursuivre sa relation avec Jonathan.
et de ne pas se laisser influencer par ce que les autres pensent de lui. Jane est à présent pleinement épanouie, tant dans sa vie privée que professionnelle. Éperdument amoureuse de Jonathan, elle savoure chaque journée passée auprès de lui, sans se douter qu'une véritable tempête va s'abattre sur leur couple quelques mois plus tard. Car le bel ambulancier s'est bien gardé de tout raconter de sa vie privée à Jane. On peut carrément dire qu'il mène une double vie depuis leur rencontre, et que l'honnêteté n'est pas vraiment son fort. Il avoue en effet à Jane qu'il n'est pas célibataire. C'est même tout l'inverse, car Jonathan est marié et père de 2 enfants. Bon, d'accord. Il n'a peut-être pas dit toute la vérité. Mais cela fait déjà plusieurs mois que sa femme et lui sont séparés, car cette dernière n'aurait eu de cesse de le tromper. Jonathan n'est donc pas le menteur pervers et sans scrupules que Jane pourrait imaginer. Par contre, il y a tout de même un léger problème. Aucune procédure de divorce n'a été lancée, et ce pour une bonne raison. Préserver leurs enfants d'un divorce traumatisant. Malgré la déception et le choc, Jane décide de croire à la version de son petit ami. Après tout, rien ne l'obligeait à tout lui avouer. Ce qui prouve bien qu'il n'a pas voulu être malhonnête avec elle. Ce qui importe à présent, c'est que Jonathan éclaircisse au plus vite cette situation et demande le divorce afin qu'ils puissent continuer de filer le parfait amour tous les deux. Ce qu'il s'engage à faire. 10 mois plus tard, Jonathan a justement une très bonne nouvelle à annoncer à Jane. Il a enfin finalisé son divorce. Désormais, plus rien ne pourra se mettre en travers de leur chemin. Une perspective qui pousse d'ailleurs Jane à vouloir franchir une nouvelle étape dans sa relation amoureuse et à emménager avec l'homme de sa vie. C'est chose faite en 2008. Malheureusement, Jane ignore totalement qu'elle vient de s'installer avec un menteur pathologique qui n'a jamais été en instance de divorce et qui n'a jamais été victime non plus du moindre adultère. La vérité, c'est que Jonathan manipule Jane depuis leur première rencontre, en lui cachant sa double vie. Il n'a aucunement l'intention de quitter sa femme, et il s'invente régulièrement de faux horaires de travail afin de passer d'une famille à l'autre sans éveiller le moindre soupçon. La pauvre Jane, aveuglée par l'amour qu'elle porte à Jonathan depuis le début, croit à chacune de ses excuses et boit la moindre de ses paroles. Ce sont ses parents qui finissent par remarquer que quelque chose ne tourne pas rond chez Jonathan, qui visiblement ment autant qu'il respire. Il leur affirme par exemple qu'il a une grand-mère millionnaire qui vivrait à Londres et qu'il hériterait de sa luxueuse maison après sa mort. Or, c'est totalement faux. Sa grand-mère ne possède ni maison ni argent. D'ailleurs, si le jeune homme a vraiment une grand-mère millionnaire, pourquoi cette dernière le laisserait-il s'engluer dans des dettes de plus en plus importantes, au point qu'ils doivent cumuler 2 emplois tout en peinant à joindre les 2 bouts et même hypothéquer sa maison à lui. Car l'ambulancier est alors en proie à de grosses difficultés financières. Ce qui n'est pas si étonnant, lorsqu'on sait qu'il mène une double vie depuis de longs mois. Tous ces mensonges devraient être un signal d'alerte pour Jane. Mais ce n'est toutefois pas le plus grave. Car au-delà de lui cacher tout un pan de sa vie et de lui mentir à tout bout de champ, Jonathan est en plus très contrôlant avec Jane. Il lui envoie des messages à longueur de journée pour savoir ce qu'elle fait et avec qui elle est. Vous commencez sûrement à sentir la douce odeur de la relation toxique. La jeune femme, de son côté, voit cette possessivité d'un œil un peu naïf. Elle considère que les intentions de Jonathan n'ont rien d'inquiétante et qu'elles ne sont le fruit que de son extrême attachement à son égard. Elle veut croire, dur comme fer, que c'est l'homme de sa vie, même si son entourage ne cesse de l'alerter sur l'aspect malsain du comportement de Jonathan. Malheureusement, la crédulité de Jane la conduit vers un déclin progressif. Les choses s'empirent doucement, au point où elle ne peut plus voir ses proches. L'expression « l'amour rend aveugle » n'a jamais été aussi vraie que dans ce cas précis. Désormais, Jonathan a Jane pour lui seul. Il ne fait plus que mentir à Jane et à être de plus en plus contrôlant. Il en vient même à devenir violent verbalement. Le petit ami manipulateur brise l'estime de sa compagne en lui rappelant quotidiennement à quel point elle est stupide et pas assez bien pour lui. Même devant ses collègues, Jonathan tente de faire passer Jane pour folle. Son but, c'est de détruire l'image angélique que les autres ont d'elle. De cette manière, plus personne ne voudra passer du temps avec. Il va jusqu'à essayer de manipuler les parents de la jeune femme. Tout ce que Jane avait pu lui confier, ses failles les plus profondes, maintenant il s'en sert comme une arme pour l'humilier. Et ce qui se cantonnait à du contrôle à distance, avec uniquement des SMS et des appels, devient une traque physique. Maintenant, Jonathan suit Jane partout pour contrôler
tous ses faits et gestes. Mais la jeune infirmière dissimule délibérément tous ses abus au peu d'entourage qu'elle a encore le droit de côtoyer. D'ailleurs, Jane cache que, depuis que Jonathan a emménagé avec elle, il la frappe. Ces maltraitances physiques commencent avec des gifles. Et comme toutes les autres formes de maltraitance, elles se sont empirées. Désormais, son petit ami la jette contre les murs, lui met des coups de poing et la pousse. Personne ne s'en rend compte jusqu'à ce que sa collègue remarque des ecchymoses sur son cou. Jusqu'ici, Jane portait des foulards à longueur de temps pour cacher ses bleus. Et une fois confrontée aux interrogations de sa collègue, elle déballe tout. Sa collègue, justement, n'est pas réellement étonnée. Mais avec ses aveux, la jeune femme comprend pourquoi plus personne ne reconnaît Jane depuis des mois. L'enthousiasme, le sourire et l'humour de celle-ci avaient disparu à cause de cette emprise. Maintenant, la jeune femme est empêtrée si profondément dans ce gouffre qu'elle ne veut plus le quitter. Jonathan arrive à la manipuler en lui montrant qu'il peut être parfois gentil. Mais ce masque qu'il porte n'est pas réel. Il le porte juste pour l'emprisonner davantage dans ce brouillard mental. Tout est fait de sorte à ce que Jane n'ait plus accès à la réflexion et à la raison. Jonathan souffle le chaud et le froid, l'isole, la maltraite, lui ment, la traque. Il est un véritable pervers narcissique. Il sème le doute dans l'esprit de sa compagne. De cette manière, grâce à ses petites miettes, elle a une preuve qu'il a de bons côtés. Et Jonathan la rend complètement addicte et incapable de partir. C'est de cette façon qu'en janvier 2009, Jane tombe enceinte. Elle pense que l'arrivée de ce bébé pourrait tout réparer. Mais ses parents sont dévastés d'apprendre cette nouvelle. Ils savent que cela n'arrangera rien et que ce bébé ainsi que sa maman ne seront jamais en sécurité. Ils sont convaincus que cela emprisonnerait davantage Jane dans sa relation. Ils sont persuadés que Jonathan usera de ses droits parentaux pour la maltraiter encore plus. Pour eux, un mauvais conjoint ne peut pas être un bon père. Et aux alentours des 7 mois de grossesse, Jonathan intensifie ses abus. Cette fois-ci, il exige de Jane des faveurs sexuelles, ce qu'elle refuse. Jonathan décide de la forcer, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent. Depuis ce jour, le jeune homme comprend que rien ne peut l'empêcher de violer sa petite amie. Il n'y a aucune limite physique qui l'empêche de lui exiger ses faveurs sexuelles. Alors il décide tout simplement de continuer à l'abuser. Et en octobre 2009, Jane donne naissance à une belle petite fille. Pendant un court laps de temps, tous les abus cessent. Jane pense naturellement que c'est la fin de l'enfer et que l'arrivée de ce bébé a tout arrangé. Elle n'a pas idée à quel point elle se trompe. Jane vient de mettre au monde une petite fille. Sa venue offre une bulle d'air à la jeune maman qui pense que tout va rentrer dans l'ordre. Mais pas du tout. Seulement 6 semaines après la naissance de leur fille, Jonathan abuse à nouveau sexuellement de sa compagne. Mais cette fois-ci, il va encore plus loin dans l'horreur. Il décide de le faire devant leur nouveau-né. Pire encore, le corps de Jane venait de subir un accouchement à peine 1 mois et demi avant. Elle n'avait même pas pu encore se remettre de tous les traumatismes physiques qu'un accouchement suppose. À ce moment-là, c'est la 8e fois que Jonathan abuse de Jane. Mais elle comprend que maintenant, elle n'est plus toute seule. Et que cette violence qu'elle subit se répercute par ricochet sur sa fille. Elle prend la décision d'agir, pour que cela ne puisse plus jamais arriver, ni à elle, ni à sa fille. Alors Jane profite d'un moment où elle se retrouve seule, avec son bébé, pour s'enfuir. Elle fait des valises, prend le nécessaire et part rapidement chez ses parents. Elle ressent désormais qu'elle et sa petite fille ont désespérément besoin de sortir des griffes de ce père de famille totalement détraqué. Ses parents l'accueillent à bras ouverts. Ils savent que Jonathan est contrôlant, menteur, et qu'il manipule leur fille depuis toujours. Mais jamais ils n'auraient pu se douter de ce que Jane allait leur confier. Elle dévoile tout à ses parents. Les violences psychologiques, verbales et physiques qu'elle subit. Mais elle omet de parler des abus sexuels. Pourtant, la cause de son déclic. Alors la jeune femme montre ses bleus et raconte un tas d'anecdotes à ses parents, comme la fois où Jonathan lui confisque son téléphone pendant des jours, ou les fois où il la séquestre dans l'appartement pendant qu'il va au travail, ou qu'il rend visite à son autre femme. En entendant tout ça, ses parents l'encouragent à le quitter. Et ils font bien. D'ailleurs, si parmi vous qui me regardez, des gens vous forcent à faire des choses dont vous n'avez pas envie, ou qui vous rebutent, éteignez cette relation quelle qu'elle soit. Seul un sombre futur vous attend. Malheureusement, dans le cas de Jane, ses parents sont conscients qu'ils ne peuvent pas faire plus. Tout ça doit venir de Jane. Et eux, tout ce qu'ils peuvent offrir, c'est une main tendue, un refuge et des encouragements. Mais au bout de 3 jours chez ses parents, la jeune femme reçoit un message de Jonathan.
Tout ce qu'il dit, c'est « on va rester ensemble, peu importe nos problèmes ». Ces mots terrifiants viennent confirmer l'emprise que Jonathan a sur Jane. Tout ce que cela signifie, c'est qu'elle ne peut pas lui échapper. Elle est coincée avec cet homme pour le reste de sa vie. Jane est encore sous emprise à ce moment-là. Alors elle lui répond gentiment « Je t'aime, Johnny, mais je ne me sens plus en sécurité avec toi. » Ce à quoi il rétorque « Je t'aime aussi, mais pourquoi courir chez tes parents ? Je ne vais pas te tuer ou te battre. » Pendant des jours, Jonathan envoie des SMS à sa compagne, la suppliant de rentrer chez eux, pour qu'ils puissent tout reprendre à zéro. C'est là que Jane accepte de revenir à condition qu'il se soigne mentalement, ce que son petit ami lui promet de faire. D'ailleurs, il dit même qu'il a commencé le processus quelques jours auparavant. Jane décide une nouvelle fois de lui faire confiance. Elle rassemble ses affaires et celles du bébé, puis quitte ses parents. Elle retourne voir son bourreau, espérant qu'elle pourrait guérir près de celui qui la brise continuellement et qui est à l'origine de son malheur finalement. Prisonnière de l'emprise psychologique de Jonathan, Jane s'accroche désespérément à l'illusion d'un changement possible. Cette conviction n'est pas un choix, mais une nécessité vitale face à l'impossibilité de s'échapper des griffes de son bourreau. Dans cet étau émotionnel, deux options s'imposent à elle. S'abandonner au désespoir ou nourrir l'espoir d'un avenir meilleur. Croire en une amélioration devient son unique bouée de sauvetage dans cet océan de souffrance. Ce n'est à peine que 3 jours après son retour auprès de son compagnon que ses espoirs s'envolent. Jonathan abuse sexuellement de Jane une fois de plus. Et cette fois-ci, c'est la goutte de trop. Il vient de lui prouver qu'il ne pourra jamais changer. Maintenant, elle est décidée. Elle va le quitter et elle ne reviendra plus jamais sur sa décision. La jeune maman se retrouve à reproduire le schéma de départ qu'elle avait mis en place quelques semaines avant. Elle attend que Jonathan parte, rassemble ses affaires et se rend chez ses parents. Cette fois-ci, quelque chose a changé chez elle. Jusqu'ici, elle n'arrivait pas à sortir de cet enfer, mais là, elle est décidée. Une fois chez ses parents, avec sa fille en sécurité, elle se présente au poste de police pour porter plainte contre Jonathan. Ici, elle raconte dans les moindres détails tout ce qu'elle a pu subir. Jane n'a plus de retenue. Elle dévoile tout. Jonathan n'est plus l'homme parfait qu'elle voyait en lui. Le rapport que la police fait est agrémenté par de nombreuses photos des ecchymoses de Jane, ainsi que les déclarations de ses proches. Immédiatement, la police décide d'arrêter le petit ami toxique pour l'interroger. Face aux accusations de celle avec qui il partage sa vie, il nie tout en bloc. Pour lui, sa petite amie est une menteuse compulsive, qui ne veut qu'attirer l'attention des policiers. Selon ses propos, Jane tente de ruiner sa réputation avec toutes ces fausses allégations. Malheureusement pour lui, les policiers croient déjà les propos de la jeune femme. D'ailleurs, ils prennent soin de l'interroger à de nombreuses reprises, la forçant à raconter plusieurs fois l'intégralité des abus qu'elle a subis. Et c'est à l'issue de ces entretiens qu'ils arrivent à une conclusion très simple. Jane dit la vérité. La constance dans son récit est un élément qui renforce sa crédibilité. Les prétendues victimes qui mentent ont souvent du mal à maintenir une version cohérente lorsqu'elles sont interrogées à plusieurs reprises, tout comme les criminels d'ailleurs. Car il est difficile de se souvenir précisément des détails d'une histoire inventée. Le fait que Jane garde la même version, peu importe le nombre de fois où elle a raconté les événements, plaide en sa faveur. Les traces de coups notées par les policiers constituent des preuves tangibles quant à elle, ce qui corrobore le témoignage de Jane. Ces éléments physiques sont particulièrement importants, car ils fournissent une preuve objective des violences alléguées, indépendamment du récit de la jeune femme. Alors, en novembre 2009, Jonathan Vass est accusé d'avoir abusé et agressé sa petite amie, Jane Clough. En attendant son procès, il se retrouve en détention provisoire, loin de sa victime. S'il est enfermé jusqu'au verdict, c'est évidemment parce qu'il représente un danger imminent pour la victime. Tout le monde est soulagé par cette nouvelle. Jane et sa fille pourront enfin souffler et vivre paisiblement. Et à partir de ce moment précis, la maman retrouve doucement une vie normale. Progressivement, elle recommence à travailler à temps partiel et tout semble lui sourire à nouveau. Jane est heureuse de s'occuper de sa fille, de retrouver ses collègues et d'exercer sa passion. Mais toute cette paix ne dure pas longtemps. En étant en détention provisoire, Jonathan n'est pas encore reconnu coupable de quoi que ce soit. Il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. En attendant son procès, il peut donc faire une requête afin d'être libéré sous caution. Et à 2 reprises, il fait cette demande. Heureusement pour la jeune femme, ce sont 2 refus qui sont signifiés à son ex-compagnon.
qui doit attendre le dénouement de son procès en cellule. Mais il décide de tenter une dernière fois. Personne ne craint les suites de cette troisième demande. Jusqu'ici, elle avait été refusée à 2 reprises. Pour Jane et son équipe juridique, il n'y a pas de raison pour qu'elle soit acceptée cette fois-ci. C'est pourtant ce qu'il se passe. La libération sous caution de Jonathan est acceptée. Malgré ses nombreuses dettes, il parvient à la payer et sort libre comme l'air. Désormais, Jane peut croiser son bourreau à tout moment avec son bébé. Heureusement, il a été licencié de l'hôpital dès son arrestation. Elle ne sera plus collègue avec lui. Et en plus de cela, son autre femme ayant tout découvert, a décidé de ne plus le revoir chez eux. Le jeune homme ne peut donc pas retourner chez sa femme et vivre sa vie comme si de rien n'était. Les 2 tableaux de Jonathan s'écroulent. C'est alors que l'horreur s'apprête à frapper. Dès sa sortie, Jonathan a interdiction d'approcher Jane ou leur bébé. Mais Jane est convaincue qu'il va, tôt ou tard, les retrouver. Pour ses proches, c'est une certitude et ce n'est qu'une question de temps. Pour contrer ça un maximum, ils font installer des triples serrures sur les portes de la maison. Et dès que Jane doit se rendre quelque part, elle se fait accompagner. Au point où, lorsqu'elle se rend au travail, ses collègues viennent la chercher à sa voiture sur le parking. La famille Klauf vit dans une anxiété constante. Ils attendent le retour de Jonathan avec une appréhension grandissante de jour en jour. Ils ne savent pas quand cela arrivera, mais ils sont persuadés que ces retrouvailles pourraient être marquantes. Trop marquantes. Jane a commencé à tenir un journal dans lequel elle inscrit ses ressentis. Ici, certaines phrases ne peuvent pas être ignorées. On peut lire « Quand tout cet enfer va-t-il s'arrêter ? Je sais que quelques personnes trouvent que j'exagère. Ils disent que si Jonathan pouvait briser sa caution, il l'aurait déjà fait. Mais je n'y crois pas. J'ai peur. » 1 mois plus tard, en février 2010, Jane écrit « Quels sont ses plans ? Qu'a-t-il prévu de faire ? Je ne pense pas qu'on atteindra le procès sans qu'il ait fait en sorte de me blesser avant. Je ne pense pas qu'on ait tout vu de lui. » Et seulement quelques semaines plus tard, elle s'inquiète davantage. « Je m'inquiète aujourd'hui du fait que Johnny vienne me chercher. Ou me tuer. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter ?» Elle est dans une terreur constante qui s'éternise pendant presque 6 mois. À ce moment-là, nous sommes en mars 2010. Et son procès n'est censé se dérouler qu'en octobre. Pour Jane, cette attente est interminable. Les choses basculent en mai, lorsque la jeune femme se présente au commissariat afin de faire sa déposition en tant que témoin. Ce document officiel sera utilisé comme élément à charge contre l'accusé lors de son procès. En tant qu'unique victime directe des actes de Jonathan, Jane est tenue de relater avec précision les sévices qu'elle a endurés. Au tribunal, Jane sera appelée à la barre pour témoigner. Elle devra faire face à de nombreuses questions, en présence de son ex-compagnon. Mais la suite des événements risque de chambouler toute cette organisation. Après sa déposition, l'avocat de l'accusé décide de lui rapporter ses dernières nouvelles. Jonathan est maintenant informé que Jane témoignera contre lui au procès. Il reçoit cette annonce comme la provocation ultime. Il refuse de laisser Jane s'en sortir de cette façon et de dépeindre son vrai portrait devant tout le monde. Jusqu'ici, il estime que tout est de la faute de celle qui fut sa petite amie. S'il est en prison, c'est parce qu'elle est une menteuse et une manipulatrice. Et à ses yeux, il n'a rien à se reprocher. Il doit l'empêcher de témoigner contre lui et éviter de risquer de voir son image ternie de cette façon. Pour cette raison, il décide de rompre les conditions de sa liberté sous caution. À partir de cet instant, il traque sa victime sur les réseaux sociaux et lit de manière obsessionnelle tout ce qu'elle peut poster. À force de la surveiller, Jonathan parvient à déterminer l'emploi du temps de celle-ci. Il réussit même à estimer son heure de lever, de coucher, ses jours de congé et où se trouve leur fille. Rapidement, ce harcèlement en ligne prend une toute autre tournure. Tous les jours, Jonathan se rend devant la maison des parents de Jane. Ici, il attend qu'elle sorte de la maison, monte dans sa voiture et prenne la route pour la suivre partout où elle se rend. Jonathan est si doué en filature que Jane ne remarque pas qu'elle est continuellement suivie et observée. Elle commence même à baisser sa garde et se sent de plus en plus en sécurité, car elle sait que le dénouement est proche avec le procès à venir. Elle décide qu'elle n'a plus besoin d'être escortée partout où elle va. Et pour la première fois depuis des années, elle se rend à une soirée entre collègues le 23 juillet 2010. Jane est heureuse. Elle chante, elle danse, elle se sent libre.
Cette attitude est appréciée par ses collègues, qui ne l'avaient plus vue aussi joyeuse depuis leur rencontre avant l'arrivée de Jonathan Vass dans sa vie. Tout le monde pense qu'ils ont retrouvé l'ancienne Jane et que toute l'horreur est derrière elle. Mais personne ne se doute que ce sera la dernière fois qu'ils la verront vivante. 2 jours plus tard, le 25 juillet 2010, Jane se rend seule au travail. Vers 20h, elle se gare au parking de l'hôpital et se dirige vers l'entrée pour commencer son service. Ce qu'elle ignore, c'est que Jonathan aussi est présent et qu'il l'attend depuis près d'1 heure. Le jeune homme a prévu le coup. Il est arrivé à l'avance pour garer sa voiture assez loin, de sorte qu'elle ne la voit pas. Puis, il a sorti son vélo du coffre pour se rendre à l'hôpital. Ici, il se place près d'une voiture, se cache et attend Jane. Voyant sa cible se diriger vers l'hôpital, après être sorti de sa voiture, Jonathan surgit de sa cachette et confronte Jane. Il lui exige d'abandonner les charges retenues contre lui et de ne pas témoigner au tribunal. Malgré la peur que Jane éprouve à ce moment précis, elle tient bon et refuse d'échanger avec lui. Elle sait que rien de bon ne l'attend dans une telle discussion. Son objectif, dès lors, est de se rendre le plus rapidement possible dans l'enceinte de l'hôpital. Mais avant qu'elle puisse s'échapper, Jonathan l'attrape et sort un couteau de sa poche. Jane n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, que Jonathan lui enfonce la lame dans le torse, encore et encore, la poignardant sur tout le corps. Une fois satisfait de son acte, l'agresseur se relève et se dirige vers son vélo, décidé à repartir. Ce qu'il ignore sur l'instant, c'est que Jane n'est pas décédée. Pour lui, avec tous les coups qu'il vient de lui asséner, elle n'a aucune chance de s'en sortir. Sauf qu'une fois le dos tourné, la victime en profite pour s'extirper avec le peu d'énergie qui lui reste. Arrivé près de son vélo, Jonathan se retourne vers Jane. C'est alors qu'il constate avec surprise qu'elle n'est plus là où il l'avait laissée pour morte. Il se précipite donc vers elle pour l'achever. Il la traîne d'abord sur le sol, ressort son couteau et lui tranche la gorge. Après ça, il saute sur son vélo, se sauve dans la nuit pour retrouver sa voiture et partir aussi loin que possible de ce lieu de crime effroyable. Quelques minutes après, Jane est retrouvée et prise en charge aux urgences. Ceux qui sont ses meilleurs amis doivent maintenant essayer de lui sauver la vie. Mais elle est si défigurée et ensanglantée que la plupart de ses collègues ne la reconnaissent pas immédiatement. Ils finissent par l'identifier grâce à son badge accroché autour de son cou. La perte de sang est si catastrophique que, malgré les efforts acharnés des médecins urgentistes, Jane décède. L'autopsie révèle qu'elle a été poignardée plus de 70 fois par Jonathan Vass, dont 19 fois au niveau du cou. Et la blessure la plus importante mesure environ 13,5 cm de profondeur. Jane n'avait aucune chance de survivre après le deuxième passage du tueur. En plus de cela, elle a une vingtaine de blessures d'autodéfense. Même si ses amis ont une idée de qui a bien pu lui faire ça, à ce stade, la justice ne le sait pas. Et vers minuit, ce soir-là, les parents de Jane apprennent la terrible nouvelle. Pour eux, il n'y a pas de doute. C'est Jonathan qui a fait le coup. Et ils s'inquiètent d'ailleurs que le meurtrier s'en prenne à la petite fille du couple. Automatiquement, la police décide de mettre en place une surveillance 24 heures sur 24 au domicile des parents. De l'autre côté, la chasse à l'homme commence et une alerte est diffusée avec son numéro de plaque d'immatriculation. Jonathan roule dans sa voiture depuis qu'il a commis ce meurtre ignoble. Mais le lendemain matin, très tôt, il élabore un plan. Il décide de faire demi-tour et de se rendre où vit sa fille. Il arrive à la maison des Klauf, se gare, sort de sa voiture, sans même remarquer que la maison est entourée de policiers. Il est immédiatement arrêté pour le meurtre de sa petite amie, Jane Klauf. Placé officiellement en état d'arrestation par 2 policières, le tueur ne peut s'empêcher de faire des remarques sexistes sur un ton arrogant. Les enquêteurs sur place observent le véhicule et découvrent que le coffre est rempli de jerrycans d'essence. Ils en déduisent que Jonathan allait continuer dans sa frénésie meurtrière et s'en prendre à ses beaux-parents ainsi qu'à sa propre fille. Une fois au poste de police, le suspect affiche son visage le plus sévère durant son interrogatoire. Il ne montre ni remords, ni tristesse pour le décès de Jane. Le 7 octobre 2010, son procès s'ouvre donc. Malgré l'absence de la victime et donc son témoignage crucial en moins, c'est son journal intime qui est utilisé comme preuve. Dans ce journal, on peut retrouver les craintes de Jane, qui prouvent qu'elle savait que sa vie était en danger. Pour la famille Klauf, le juge qui a pris cette décision de libérer sous caution l'ex-compagnon est responsable de la mort de leur fille. Et d'ailleurs, ils ne comprennent pas pourquoi il a pu obtenir autant de requêtes.
Pourquoi après 2 refus motivés, le 3e irait à contresens? Durant le procès, Jonathan plaide coupable de meurtre avec préméditation. Il est donc condamné à la prison à vie, avec un minimum de 30 années d'emprisonnement. Depuis le procès, les parents de Jane, Penny et John, font campagne sans relâche pour obtenir des modifications législatives sur les conditions de libération sous caution. Car si Jonathan Vass n'avait pas été libéré sous caution, Jane serait sans doute toujours en vie. Et en 2012, les parents de Jane réussissent à faire adopter une loi permettant aux victimes de viol de contester les décisions prises par un juge dans le cadre d'une libération sous caution d'un accusé. Voici pour cette histoire aussi tragique qu'injuste. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez hôpital en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.